Ma femme me dit, on rigole pas souvent à la maison. Il avait peur. Il y a des artistes dont le seul nom suffit à déclencher un sourire. Louis de Funès appartenait à cette race rare capable d'allumer les écrans et de remplir les salles obscures comme peu d'autres avant lui. Petit homme nerveux, gestes éclairs, visage élastique, il incarna pendant des décennies l'énergie comique de la France entière. Derrière chaque grimace, derrière chaque éclat de voix, se cachait un artisan du rire d'une précision millimétrée, un perfectionniste qui ne laissait rien au hasard. Pourtant, derrière la légende du roi du box-office, se tenait un homme discret, réservé, parfois fragile, qui observait ses contemporains avec une profonde admiration. Louis de Funès n'était pas seulement un génie comique, il était aussi un spectateur passionné, attentif à ceux qui, avant lui ou à ses côtés, avaient façonné l'art du jeu et du rire. Ses proches racontent qu'au crépuscule de sa vie, affaibli par la maladie, il parlait souvent des artistes qu'il avait toujours portés dans son cœur. Comme un testament secret, il laissait entrevoir les influences, les modèles et les âmes fraternelles qui avaient nourri son parcours. Dans cet hommage, nous allons parcourir ensemble la liste précieuse qu'il évoquait 6 artistes qu'il admirait plus que tout. Des figures parfois attendues, parfois surprenantes, mais qui révèlent l'univers intime d'un comédien devenu mythe. C'est un voyage dans la mémoire d'un homme qui a fait rire des millions de spectateurs et qui, au fond, n'a jamais cessé d'applaudir les autres. Louis de Funès, derrière ses rôles tonitruants, gardait une tendresse infinie pour ses pairs. Et aujourd'hui, en suivant ses confidences, nous allons découvrir qui étaient ces 6 artistes, ces phares dans la nuit, qui ont inspiré l'inimitable maestro du rire français. Quand on évoque le cinéma français, des années 60, un duo vient immédiatement à l'esprit: Bourvil et Louis de Funès. Leur complicité à l'écran a marqué plusieurs générations. Et pourtant, derrière cette alchimie unique, il y avait aussi une admiration profonde, presque fraternelle. André Rimbourg, plus connu sous le nom de Bourvil, incarnait tout ce que Louis de Funès n'était pas sur scène: la bonhomie, la douceur, la naïveté attendrissante. Là où Louis déchaînait une énergie explosive multipliant les gestes rapides et les colères spectaculaires, Bourvil apportait un contrepoint apaisant, une forme de lenteur candide qui rendait leur duo irrésistible. Dans Le Cornio ou La Grande Vadrouille, cette complémentarité s'est transformée en or pur. De Funès, perfectionniste exigeant, reconnaissait chez Bourvil une vérité qu'il ne pouvait imiter, celle de l'homme simple, sincère, qui fait rire sans effort apparent. Dans les coulisses, il lui arrivait de confier combien il admirait cette capacité rare de Bourvil à susciter l'attachement immédiat du public. Pour Louis, chaque sourire que Bourvil offrait à la caméra semblait venir du plus profond de son être sans artifice. La tendresse de Bourvil se voyait dans sa manière d'habiter ses personnages. Il n'avait pas besoin de grimaces ni d'explosions verbales. Une hésitation, un regard un peu perdu suffisaient à déclencher le rire. De Funès admirait ce talent instinctif, cette évidence presque magique. Plus encore, il respectait l'homme derrière l'acteur connu pour sa modestie et sa gentillesse naturelle. Leur duo, souvent décrit comme l'un des plus beaux de l'histoire du cinéma comique, n'était pas seulement une construction commerciale. C'était la rencontre de 2 mondes artistiques, celui du feu et de l'électricité de Funès et celui de l'eau douce et apaisante de Bourvil. Louis savait que cette opposition créait une étincelle rare, mais il n'oubliait jamais de souligner que sans Bourvil, beaucoup de ses propres scènes n'auraient pas eu la même force. La disparition prématurée de Bourvil en 1970 fut un choc pour Louis de Funès. Derrière son masque de comique infatigable, il confia à ses proches combien ce départ laissait un vide immense. Il n'avait pas seulement perdu un partenaire de jeu exceptionnel, il avait perdu un ami, un frère d'âme. Cette blessure intime rendit encore plus précieuse l'admiration qu'il avait toujours portée à Bourvil. Dans son panthéon personnel, Bourvil représentait l'art comique dans sa forme la plus pure, celle qui touche au cœur autant qu'au rire. Et pour Louis de Funès, c'était sans doute la plus belle des leçons, rappeler que derrière chaque éclat de rire, il y a toujours un peu d'humanité partagée.
Pour Louis de Funès, le rire n'était jamais une simple mécanique de gag. C'était un langage universel, un art à part entière. Et dans cette conception presque sacrée de la comédie, un nom brillait au sommet de son panthéon, Charlie Chaplin. Le génie du cinéma muet créateur du Vagabond au chapeau melon et à la canne bancale était pour lui une figure quasi intouchable, un maître dont il se réclamait avec humilité. De Funès avait souvent raconté combien il avait étudié Chaplin non pas pour l'imiter, mais pour comprendre l'essence de son art. Il observait la précision millimétrée de ses gestes, la manière dont un simple mouvement de tête pouvait raconter une histoire entière. Ce qui l'impressionnait le plus, c'était cette capacité unique à mélanger le rire et les larmes. Dans les temps modernes où le Kid Chaplin faisait passer le spectateur de l'hilarité à l'émotion la plus tendre, en quelques secondes. Pour Louis, c'était là la preuve que la comédie pouvait atteindre les sommets du drame et que le rire avait une dimension universelle. En tant qu'acteur de l'excès du rythme effréné, De Funès admirait la sobriété apparente de Chaplin. Tout chez lui semblait simple, fluide, presque naturel, alors qu'en réalité, chaque scène était réglée avec une exigence implacable. Louis se reconnaissait dans ce perfectionnisme caché sous l'apparente facilité. Eux deux partageaient ce goût de l'obsession, cette volonté de tout contrôler pour donner au public l'illusion de la spontanéité. Il aimait aussi la portée sociale et philosophique du cinéma de Chaplin. Là où ses propres films exploraient les travers de la société française à travers des caricatures, le bourgeois colérique, le petit chef autoritaire, le gendarme dépassé, Chaplin dénonçait les injustices du monde industriel, les absurdités du pouvoir, la condition des plus démunis. Pour De Funès, c'était un modèle, l'art comique pouvait être à la fois divertissement et miroir du monde. Un autre aspect fascinait Louis, l'universalité du personnage de Charlot. Sans parole, avec seulement des gestes et des mimiques, Chaplin avait conquis la planète entière. De Funès lui savait qu'il devait beaucoup à sa voix, à ses colères tonitruantes, mais il rêvait parfois de cette force muette de ce langage qui dépasse les frontières. Il voyait en Chaplin la preuve que le comique, quand il est vrai, n'a besoin d'aucune traduction. Dans ses conversations, Louis parlait de Chaplin comme d'un guide lointain, une sorte de père spirituel invisible. Il ne l'a jamais rencontré, mais dans son cœur, il se disait son élève. Chaque fois qu'il montait sur scène ou qu'il entrait dans un plan, il pensait à cette règle fondamentale: le comique n'est grand que s'il est profondément humain. Et c'est exactement ce qu'il admirait chez Chaplin, cette humanité infinie, capable d'émouvoir autant que de faire rire. Pour Louis de Funès, Chaplin n'était pas seulement un modèle artistique. Il était la preuve vivante que le rire peut survivre à toutes les époques qu'il traverse le temps comme une musique universelle. En plaçant Charlie Chaplin dans son cercle d'admiration, Louis rappelait qu'au-delà de ses colères explosives et de ses cascades comiques, il se savait héritier d'une lignée prestigieuse dont Chaplin était le plus illustre représentant. Avant que Louis de Funès ne devienne le roi du box-office français, un autre comique régnait sur les écrans Fernandel. Avec son visage chevalin, son large sourire reconnaissable entre mille et son accent méridional, il avait conquis le public dès les années 30 et 40. Pour De Funès, qui admirait depuis l'ombre, avant de connaître la gloire, Fernandel représentait un modèle éclatant, la preuve qu'un comédien pouvait, par son seul charisme, incarner une époque entière. Fernandel avait cette capacité rare de faire rire par sa seule présence. Dans la série des Don Camillo, où il jouait un curé truculent, il parvenait à incarner à la fois l'autorité et la bonhomie, le sérieux et l'humour. Louis de Funès, qui construisait ses personnages sur l'excès nerveux et la fulgurance des gestes, admirait cette économie de moyens. Fernandel n'avait pas besoin de se démener, une intonation, une moue, un sourire suffisait à déclencher l'hilarité. Derrière ce talent naturel, Louis voyait aussi un précurseur. Fernandel avait ouvert la voie au comique populaire, prouvant qu'un acteur issu d'un milieu modeste pouvait devenir une star nationale et même internationale. Dans cette trajectoire,
De Funès reconnaissait un écho de la sienne, lui aussi longtemps cantonné au second rôle, allait finir par renverser la hiérarchie et s'imposer comme tête d'affiche. Il admirait chez Fernandel ce courage discret, cette persévérance qui avait transformé un accent de province en arme de séduction universelle. Il y avait aussi une dimension humaine. Ceux qui ont connu Fernandel racontent à sa simplicité, sa générosité, son goût du contact. De Funès, qui pouvait sembler réservé, voire distant, voyait en lui une figure chaleureuse, capable de concilier immense popularité et sincérité d'homme. C'est cette qualité rare qu'il admirait, rester soi-même malgré la gloire. Dans son regard, Fernandel représentait aussi une école du comique à la française, un humour qui ne se réduit pas aux gags, mais qui s'ancre dans le quotidien, dans les accents, les gestes et les habitudes du peuple. Là où De Funès déformait la réalité pour en tirer des caricatures explosives, Fernandel l'agrandissait doucement, la rendait savoureuse et tendre. Ensemble, ils incarnaient deux pôles complémentaires du rire national. En citant Fernandel parmi les artistes qu'il admirait le plus, Louis de Funès rendait hommage à une génération qui avait préparé le terrain pour la sienne. Sans Fernandel, peut-être n'aurait-il jamais trouvé le chemin vers un public si large. Pour lui, Fernandel n'était pas seulement un aîné prestigieux, il était un repère, une lumière qui lui montrait que l'on pouvait transformer une singularité en force et un sourire en légende. Dans son panthéon personnel, Fernandel occupait donc une place d'honneur. Et en cela, Louis de Funès affirmait une vérité simple, un grand comique n'oublie jamais ceux qui ont fait rire avant lui, car chaque éclat de rire est une chaîne qui relie les générations. Pour comprendre Louis de Funès, il ne suffit pas de regarder ses films, il faut remonter plusieurs siècles en arrière, jusqu'à l'âge d'or du théâtre français. Car l'une de ses plus grandes admirations allait à Molière, ce dramaturge immortel qui au XVIIe siècle avait déjà saisi l'essence même de la comédie humaine. Louis de Funès, derrière ses grimaces et ses colères explosives, était un lecteur assidu. Il puisait dans Molière une inspiration qui dépassait de loin la simple imitation. Ce qu'il admirait par-dessus tout, c'était cette capacité à démasquer les travers humains avec humour et férocité. Les hypocrites de Tartuffe, les avares, les jaloux, les précieux ridicules, tout un monde de faiblesse et de ridicule que Molière avait porté à la scène. Louis le retrouvait dans ses propres personnages modernes. Quand il incarnait un chef autoritaire, un commerçant colérique ou un notable mesquin, il savait qu'il marchait dans les pas du maître. Il aimait rappeler que le rire est une arme sérieuse. Comme Molière, il voyait dans la comédie un miroir tendu à la société. Derrière l'exagération de ses mimiques, il y avait une volonté montrer le ridicule du pouvoir abusif, la vanité des petits chefs, la bêtise des convenances. De Funès admirait ce courage chez Molière, celui d'avoir osé rire des puissants, d'avoir défié son époque avec la seule force du théâtre. Mais il y avait aussi une dimension spirituelle. Pour Louis, Molière n'était pas seulement un auteur, il était un guide, presque un frère d'âme, malgré les siècles. Il voyait dans ses pièces une vérité intemporelle. Les hommes changent de costume et d'époque, mais leurs travers restent les mêmes. Et c'est là que résidait, selon lui, la grandeur du comique, révéler l'universalité des faiblesses humaines. De Funès avait souvent confié à ses proches combien il rêvait dans sa jeunesse de monter sur scène dans un rôle molièresque. Il se sentait proche de ces personnages emportés par leurs obsessions, prisonniers de leur orgueil. En un sens, chacun de ces films était une variation moderne des farces et des comédies de Molière transposées dans la société du XXe siècle. Il admirait aussi la musicalité de la langue molièresque. Même si son propre art s'exprimait par le rythme des gestes et des explosions verbales, il voyait dans les tirades de Molière une cadence comique comparable à une partition. Tout devait être réglé, chaque pause, chaque accent, chaque silence. Cette rigueur artistique, il la considérait comme une leçon précieuse. En plaçant Molière dans son panthéon, Louis de Funès rappelait qu'il ne se considérait pas seulement comme un amuseur, mais comme l'héritier d'une tradition noble. Il revendiquait une filiation, celle des grands satiristes, qui par le rire éclairent la vérité humaine. Et c'est sans doute là que résidait son admiration,
la plus profonde Molière avait montré que le rire, loin d'être futile, est une arme de connaissance et parfois de libération. Pour Louis de Funès, Molière était plus qu'un modèle, il était la preuve que la comédie, lorsqu'elle est sincère et juste, traverse les siècles sans perdre de sa force. Louis de Funès, tout au long de sa carrière, a côtoyé une multitude de comédiens, mais parmi ceux qu'il plaçait très haut dans son estime, figurait Michel Serrault. Leur style semblait à première vue éloigné d'un côté, de Funès torrent d'énergie, gestes nerveux, voix explosive. De l'autre, Serrault, maître des nuances des silences et des transformations inattendues. Pourtant, c'est précisément cette différence qui suscitait chez Louis une profonde admiration. Michel Serrault était l'un de ces acteurs caméléons capables de tout jouer. Dans La Cage aux folles, il incarna avec une grâce désarmante le rôle d'Albin personnage, à la fois drôle, excessif et bouleversant. Louis de Funès voyait dans ce jeu une audace admirable, celle de briser les frontières entre le comique et le tragique, entre le rire et l'émotion la plus intime. C'est ce mélange que Louis admirait, car lui-même cherchait toujours derrière ses colères tonitruantes à toucher quelque chose de plus profond chez le spectateur. Il respectait aussi la capacité de Serrault à se réinventer sans cesse. Là où de Funès avait trouvé un registre bien précis, l'homme autoritaire colérique débordé par le chaos, Serrault explorait 1000 visages. Il pouvait être grotesque, attendrissant, inquiétant, parfois tout cela à la fois. Louis y voyait une forme de liberté artistique, un courage qu'il saluait avec humilité. Dans les coulisses, il lui arrivait de dire que Serrault représentait l'avenir de la comédie française. Lui, de Funès, savait qu'il incarnait une époque, une tradition populaire ancrée dans les années 60 et 70. Mais Michel Serrault, avec sa plasticité et son goût du risque, ouvrait une nouvelle voie plus moderne, plus audacieuse. C'est pourquoi Louis le plaçait si haut dans son panthéon, il admirait en lui non seulement le talent, mais aussi l'élan vers demain. Au-delà du métier. De Funès respectait profondément l'homme Serrault. Discret, réservé, souvent pudique dans ses confidences, il partageait avec Louis une certaine distance vis-à-vis des mondanités. Tous deux avaient en commun cette humilité cachée derrière la gloire, ce besoin de se protéger en dehors des projecteurs. Cette proximité silencieuse renforçait encore l'admiration de Louis. En reconnaissant Michel Serrault parmi ses artistes préférés, Louis de Funès témoignait de son ouverture d'esprit. Il ne se tournait pas seulement vers les géants du passé, mais aussi vers ses contemporains, capables de porter haut l'héritage comique. Pour lui, Serrault représentait la preuve que la comédie française resterait vivante, inventive et profondément humaine. Dans ses derniers instants de réflexion sur sa carrière, Louis voyait sans doute en Michel Serrault un relais, un héritier spirituel, capable de prolonger sous une autre forme cette tradition du rire intelligent qu'il avait lui-même défendu toute sa vie. Dans le panthéon intime de Louis de Funès, il y avait un nom qui dépassait tous les autres Jean Gabin. Rien ne semblait rapprocher ces deux figures à première vue. Gabin incarnait la gravité, la profondeur, une forme de majesté virile, quand de Funès brillait par la nervosité, la légèreté et l'explosion comique. Pourtant, derrière ces contrastes se cachait une immense admiration. Jean Gabin, pour Louis de Funès, représentait l'acteur absolu. Depuis les années 30, il avait imposé une présence unique sur les écrans. Dans les films de Marcel Carné comme Le jour se lève, ou dans le réalisme poétique d'après-guerre, Gabin avait su incarner la France elle-même parfois tragique, parfois tendre, toujours authentique. Pour Louis qui rêvait dans l'ombre des seconds rôles, Gabin était l'exemple vivant que l'art du jeu pouvait toucher à la vérité nue, sans artifice. Il admirait surtout l'autorité naturelle de Jean Gabin. Pas besoin de grimaces, pas besoin d'éclat de voix. Un simple regard suffisait. Cette économie de moyens fascinait de Funès, lui qui s'épuisait à multiplier les mouvements, à orchestrer chaque détail pour arracher un éclat de rire. Gabin lui obtenait le silence et le respect d'un geste à peine esquissé. C'était pour Louis une leçon d'humilité. Il voyait en Gabin le modèle de sérieux que tout comédien devait garder en lui. Même dans ses propres films comiques, de Funès cherchait cette rigueur, cette gravité intérieure qui donnait au rire une profondeur inattendue.
Il répétait inlassablement ces scènes, travaillait chaque intonation, car il savait qu'au fond, un grand acteur comique n'est pas si différent d'un grand tragédien. Et c'est en observant Gabin qu'il se confortait dans cette conviction. Il y avait aussi chez Gabin une dimension de mythe. Sa voix grave, son visage buriné, son allure de patriarche faisaient de lui une figure intemporelle. Louis admirait cette stature, lui, qui se voyait plutôt comme un artisan du rire. En élevant Gabin au sommet de sa liste, il reconnaissait qu'au-delà des genres et des registres, l'art de l'acteur est unique, il s'agit de vérité, de force de présence. Les deux hommes ne partageaient pas le même univers de jeu, mais Louis savait que sans Gabin, le cinéma français n'aurait pas eu cette aura mondiale. Il le regardait comme on regarde une montagne avec respect et humilité. En avouant son admiration, il rendait hommage à un aîné qu'il considérait comme l'âme du 7e art hexagonal. Placer Jean Gabin au sommet de sa liste, c'était aussi dire une chose simple, un comique même roi du rire ne peut exister sans reconnaître la grandeur du drame. Pour Louis de Funès, Jean Gabin était ce sommet inaccessible, cette référence éternelle qui donnait un sens à toute une vie de cinéma. Au soir de sa vie affaiblie par la maladie, mais encore habité par l'étincelle du jeu, Louis de Funès se souvenait de ceux qui avaient nourri son art. Sa liste n'était pas une simple énumération de noms prestigieux, c'était une carte intime, le reflet d'un cœur d'artiste qui n'avait jamais cessé d'applaudir les autres. De Bourvil, il gardait la tendresse et la simplicité. De Chaplin, l'universalité et la poésie. De Fernandel, la proximité avec le peuple. De Molière, la leçon éternelle de la satire. De Michel Serrault, le courage de la transformation. Et de Jean Gabin, la rigueur et la majesté. Chacun représentait une facette de ce qu'il voulait atteindre, chacun était un miroir où se reflétait une partie de son propre chemin. Louis de Funès a fait rire la France entière et au-delà, mais il n'a jamais oublié que le rire s'inscrit dans une histoire, une filiation. En rendant hommage à ces 6 artistes, il plaçait son œuvre dans une lignée plus vaste, celle d'un art comique qui traverse les époques, se renouvelle et s'élève au rang de patrimoine. Aujourd'hui encore revoir ces films, c'est entendre en filigrane l'écho de ces maîtres qu'il admirait tant. Et c'est comprendre que derrière chaque éclat de rire offert par Louis de Funès, il y avait aussi un geste d'amour pour ceux qui l'avaient précédé ou accompagné. Voilà sans doute la plus belle définition de son héritage, un artiste immense, mais avant tout un homme qui savait admirer.